Il s'est agenouillé, seul, sans caméras officielles, sans garde rapprochée, à genoux sur les mêmes pavés où, 45 ans plus tôt, un homme en blanc avait chancelé sous les balles d'un assassin. Et ce qu'il a fait ensuite, les quelques personnes présentes ce matin-là ne l'oublieront jamais. Nous sommes le 12 mai 2026. Il est 6h20 du matin sur la place Saint-Pierre. La lumière de l'aube commence à peine à teindre les colonnes du Bernin d'un orange pâle. La plupart des touristes dorment encore. Les vendeurs de souvenirs n'ont pas encore ouvert leurs étals. Et pourtant, quelque chose est en train de se passer dans cet espace que le monde entier croit connaître. Quelque chose que personne n'avait prévu, que personne n'avait organisé, et qui, dans les heures qui suivront, va secouer le Vatican, jusqu'à ses fondations les plus profondes. Si vous voulez comprendre pourquoi le pape Léon XIV va choisir ce matin précis, ce lieu précis, et ce geste précis, restez avec nous. Parce que derrière ce moment de recueillement se cache une histoire qui n'a jamais été racontée entièrement. Une histoire de mémoire, de courage, et d'un secret que l'Église portait depuis des décennies. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va changer la façon dont vous regardez l'homme qui dirige aujourd'hui l'Église catholique. Robert Francis Prevost n'est pas un homme de spectacle. Ceux qui l'ont côtoyé à Lima, au Pérou, pendant ses années de mission, le décrivent toujours de la même façon. Discret, méthodique, avec une capacité déconcertante à rester silencieux quand les autres parlent trop. Né à Chicago en 1955, formé par les Augustins, envoyé en Amérique du Sud dans des régions où l'Église signifiait souvent la différence entre l'espoir et l'abandon total. Cet homme a appris très tôt que les gestes comptent plus que les discours. Alors quand Robert Prevost, devenu Léon XIV le 8 mai 2025, choisit de descendre seul sur la place Saint-Pierre à l'aube d'un mardi de mai 2026, il ne le fait pas par hasard. Il ne fait jamais rien par hasard. Pour comprendre ce matin-là, il faut revenir en arrière. Pas jusqu'au 13 mai 1981. Pas encore. Il faut d'abord remonter à une conversation qui a eu lieu 3 semaines plus tôt, dans les appartements pontificaux. Une conversation que plusieurs sources vaticanes indépendantes ont confirmée à nos équipes, et dont le contenu a commencé à filtrer dans les jours qui ont suivi l'événement de la place. Un vieux prêtre polonais, âgé de 87 ans, avait demandé une audience privée avec le pape. Son nom, Père Tadeusz Wiśniewski, ancien secrétaire personnel d'un proche collaborateur de Jean-Paul II. Un homme qui avait passé les 30 dernières années dans un couvent de la région de Cracovie, loin des cercles officiels, loin des conférences de presse, loin de tout ce qui ressemble à un pouvoir institutionnel. Il avait fait le voyage jusqu'à Rome, en train, seul, sans avertir personne de son arrivée, en se présentant simplement au portail de Sainte-Marthe, avec une lettre manuscrite adressée directement au pape. Ce qui est remarquable, c'est que Léon XIV l'a reçu. Pas dans la grande salle des audiences, pas avec des conseillers autour, dans la petite pièce adjacente à la chapelle privée, là où les papes reçoivent de parfois les personnes qu'ils veulent voir, sans que le monde entier le sache. La rencontre a duré 2h30. Personne ne sait exactement ce qui s'est dit. Mais voici ce que l'on sait. Le père Wiśniewski est sorti de cette pièce en pleurant. Pas de larmes de tristesse. Plusieurs témoins qui l'ont vu dans le couloir l'affirment. Des larmes de soulagement. Comme quelqu'un qui vient de poser un fardeau qu'il portait depuis une vie entière. Il a serré la main du secrétaire de Léon XIV. Il a murmuré quelque chose en polonais que l'homme n'a pas bien compris. Quelques mots qui ressemblaient à « il peut enfin reposer en paix ». Et il est parti. Le lendemain matin, il avait repris son train pour Cracovie. Léon XIV, de son côté, n'a pas reparu de la journée. Il a annulé tous ses rendez-vous de l'après-midi. Son secrétaire a diffusé un message laconique. Le Saint-Père a besoin d'un temps de prière et de réflexion. Ce genre d'annulation est extrêmement rare. En un an de pontificat, cela ne s'était produit qu'une seule fois auparavant, le jour où il avait appris la mort d'un de ses anciens élèves en Amazonie. Qu'avait dit ce vieux prêtre polonais pour affecter à ce point un homme réputé pour son imperturbabilité? La réponse, ou du moins une partie d'elle, se trouve dans ce qui s'est passé le 12 mai au matin. Cette date n'est pas anodine. Le 13 mai 1981, à 17h17, Mehmet Ali Aka avait tiré sur Jean-Paul II sur cette même place. 2 balles l'avaient atteint. Le pape avait survécu. Il avait dit plus tard que c'était la Vierge de Fatima qui l'avait protégé. Et ce n'était pas une métaphore pour lui. C'était une conviction absolue, profonde, inébranlable.
Il avait ensuite fait don d'une des balles extraites de son corps au sanctuaire de Fatima, où elle fut enchâssée dans la couronne de la statue de la Vierge. Le 12 mai 2026, c'est la veille de l'anniversaire de cet attentat. Et Léon XIV a choisi cette nuit précise pour faire quelque chose qu'aucun pape n'avait fait depuis Jean-Paul II lui-même. À 6 heures et quelques minutes, accompagné d'un seul homme, son garde du corps personnel, un Suisse silencieux nommé Marcus Heller, qui l'accompagne depuis les premiers jours de son pontificat, Léon XIV est sorti de la résidence Sainte-Marthe par une porte latérale. Il avait demandé expressément qu'aucune caméra de sécurité vaticane ne soit orientée vers l'itinéraire qu'il comptait emprunter. Il avait demandé expressément qu'aucun photographe ne soit prévenu. Il avait même demandé à Marcus Heller de laisser sa radio de communication éteinte pendant 30 minutes. Ce niveau de discrétion, dans un lieu où chaque mouvement du pape est habituellement tracé, documenté, sécurisé, c'est déjà en soi une décision extraordinaire. Léon XIV voulait être seul avec cette place, seul avec cette histoire. Il a marché jusqu'à l'endroit précis. On le sait parce que Heller, interrogé plus tard par un journaliste du quotidien Vatican Insider, off the record, mais avec autorisation implicite, a décrit la scène avec une économie de mots qui lui ressemble. Il savait exactement où aller. Il n'a pas cherché. Il a marché directement jusqu'à cet endroit, comme s'il y était déjà allé 1000 fois. L'endroit en question est matérialisé par une petite plaque de granit gris, discrète, presque invisible si on ne la cherche pas, enchâssée entre les pavés de la place. Elle marque approximativement le point où Jean-Paul II se trouvait dans la Papa Mobile quand les balles l'ont atteint. Les guides touristiques le mentionnent parfois. Les pèlerins polonais le cherchent souvent. Mais les papes, depuis 1981, ne s'y sont jamais arrêtés publiquement de cette façon. Léon XIV s'est agenouillé, ses 2 genoux sur les pavés froids, sa tête penchée, ses mains jointes. Et selon Heller, il n'a pas simplement prié. Il a parlé, à voix basse, mais avec des mots articulés, distincts. Pas une litanie, pas une formule liturgique. Une conversation. Heller, qui se tenait à quelques mètres pour respecter l'intimité du moment, a dit qu'il avait entendu le nom de Jean-Paul II prononcé plusieurs fois, et quelque chose d'autre, une phrase en espagnol, répétée 2 fois, que Heller n'a pas voulu rapporter intégralement, mais dont il a dit qu'elle lui avait donné la chair de poule. Pendant 22 minutes, Léon XIV est resté à genoux sur ses pavés. 22 minutes. Par une matinée de mai fraîche et venteuse, sans coussin, sans protection, comme un simple fidèle, comme un homme qui a quelque chose d'immense à régler avec l'histoire. 3 personnes ont assisté à la scène par hasard. Une religieuse kenyane en visite à Rome, sœur Béatrice Achieng, qui faisait sa prière matinale en marchant autour de la colonnade. Un vieux jardinier du Vatican, Pietro Colombo, 64 ans de service, qui passait par là avec son chariot. Et un jeune prêtre équatorien, le père Miguel Herrera, stagiaire à la secrétairerie d'État, qui avait eu l'idée de regarder le lever du soleil depuis la place avant de commencer sa journée de travail. Ces 3 personnes n'avaient aucun lien entre elles. Elles ne se connaissaient pas. Et pourtant, interrogées séparément dans les jours qui ont suivi, elles ont toutes 3 utilisé le même mot pour décrire ce qu'elles avaient ressenti en voyant le pape à genoux sur les pavés. Ce mot, en anglais, en italien, en espagnol selon la langue de chacun, était « écrasant ». Quelque chose d'écrasant. Pas impressionnant, pas beau, écrasant. Comme si le poids de quelque chose d'invisible s'était rendu soudainement visible. Pietro Colombo, le jardinier, a dit aux journalistes qui l'ont retrouvé plus tard « J'ai travaillé ici pendant 64 ans. J'ai vu des papes, j'ai vu des cérémonies, j'ai vu des foules de millions de personnes. Mais ce matin-là, sur cette place vide, avec cet homme à genoux, c'était la chose la plus puissante que j'ai jamais vue. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi. » Sœur Béatrice Achieng n'a pas parlé à la presse, mais elle a écrit une lettre à sa communauté à Nairobi. Et un extrait de cette lettre a été partagé avec des journalistes par une membre de sa congrégation. Dans cet extrait, elle écrit « Il n'était pas en train de prier pour être vu. Il était en train de faire quelque chose que lui seul comprenait, pour des raisons que lui seul connaissait. Et c'était précisément pour ça que c'était si bouleversant. » Le père Herrera, lui, a posté un simple message sur ses réseaux sociaux quelques heures plus tard, sans nommer explicitement le pape, sans détail. Ce matin, j'ai vu quelqu'un porter une histoire entière dans ses épaules. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que j'ai vu, mais je n'oublierai pas. Ce message a été partagé 140 000 fois,
en moins de 12 heures. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que dans les heures qui ont suivi cet événement, que personne n'avait prévu, qu'aucun service de communication n'avait organisé, quelque chose d'inattendu s'est mis en marche au Vatican. Plusieurs cardinaux ont été convoqués à une réunion d'urgence. Pas une réunion ordinaire du Conseil des cardinaux. Une réunion informelle, dans les appartements du secrétaire d'État, le cardinal Parolin. L'ordre du jour officiel, coordination des événements du 13 mai. Mais plusieurs sources présentes dans les couloirs de la Curie ce matin-là affirment que l'atmosphère n'avait rien à voir avec une simple coordination logistique. Il y avait une tension palpable, des visages fermés, des messes basses dans les couloirs. Un haut fonctionnaire du Vatican, qui a requis l'anonymat complet, a dit à l'un de nos correspondants « Ce que le pape a fait ce matin a précipité une décision qui était en discussion depuis des semaines. Une décision que certains voulaient retarder indéfiniment. Il a, en quelque sorte, forcé la main. Quelle décision? Voici où nous devons revenir au père Wiśniewski et à ce qu'il avait dit au pape 3 semaines plus tôt. Selon plusieurs sources convergentes, un théologien proche du secrétariat pour la communication du Vatican, un journaliste accrédité à Rome depuis 20 ans et un membre d'une congrégation religieuse polonaise qui a souhaité rester anonyme, la rencontre entre le vieux prêtre et Léon XIV avait tourné autour d'un document. Un document qui existe depuis 1983. Un document que Jean-Paul II avait rédigé lui-même de sa propre main et qu'il avait confié à un cercle extrêmement restreint de personnes avec une instruction précise. Ne l'ouvrir que lorsque le moment sera venu. Ce document n'est pas un testament ordinaire. Ce n'est pas une lettre pastorale. C'est, selon ses sources, une déclaration personnelle de Jean-Paul II sur ce qu'il croyait avoir appris dans les 2 années qui ont suivi l'attentat. 2 années pendant lesquelles il avait rencontré son assassin en prison. 2 années pendant lesquelles il avait obtenu des informations, jamais rendues publiques, sur les véritables commanditaires de l'attentat. Et 2 années pendant lesquelles il avait pris une décision personnelle, spirituelle, profondément humaine, sur ce qu'il fallait faire ou ne pas faire avec ces informations. Jean-Paul II est mort en 2005. Le document a continué à exister, gardé par des mains fidèles, transmis avec précaution de personnes de confiance en personnes de confiance. Le père Wiśniewski en était le dernier gardien connu. Et il avait décidé, à 87 ans, sentant que sa propre fin approchait, qu'il était temps de le remettre. Pas aux archives, pas à la secrétairerie d'État, directement au pape. Ce que Léon XIV a lu dans ce document, personne ne le sait encore entièrement. Mais ce que l'on sait, c'est la réaction qu'il a eue. L'annulation de ses rendez-vous, la journée de prière. Et 3 semaines plus tard, ce geste sur la place Saint-Pierre, seul, à l'aube, la veille de l'anniversaire de l'attentat. Maintenant, posons-nous la question que tout le monde dans les couloirs du Vatican se pose depuis le 12 mai. Qu'est-ce que Léon XIV a l'intention de faire de ce document? La réponse est peut-être dans ce qui s'est passé dans l'après-midi du même jour. À 15h30, Léon XIV a tenu une réunion dans ses appartements avec 4 personnes. Les noms de ces 4 personnes ont fuité, prudemment, avec des précautions, via plusieurs canaux différents. Le premier, le cardinal Parolin, secrétaire d'État. Le deuxième, Monsignor Filippo Samaritano, préfet des archives apostoliques. Le troisième, une historienne dont le nom a été soigneusement protégé, spécialiste des relations entre le Vatican et les services de renseignement durant la guerre froide. Le quatrième, le père Herrera. Oui, le même jeune prêtre équatorien qui avait assisté par hasard à la scène du matin sur la place. Ce dernier choix est le plus déconcertant, et peut-être le plus révélateur. Pourquoi inclure dans une réunion de cette importance un stagiaire de 28 ans qui se trouvait par hasard sur la place ce matin-là? Plusieurs hypothèses circulent. La plus répandue. Léon XIV voulait un témoin innocent, quelqu'un qui n'avait pas d'agenda, pas d'intérêts institutionnels à protéger, pas de carrière à défendre. Quelqu'un qui avait simplement vu quelque chose de vrai et l'avait dit simplement. La réunion a duré 3 heures. Ce qui en est sorti, personne ne le sait officiellement. Mais dès le soir du 12 mai, plusieurs journalistes accrédités au Vatican ont commencé à recevoir des appels discrets de sources habituellement très prudentes. Les mots qui revenaient, annonce importante, imminente, sans précédent depuis des décennies. Et puis il y a eu ce tweet, maintenant supprimé, mais capturé par des dizaines de journalistes avant sa suppression, posté depuis un compte anonyme qui semblait avoir des connexions sérieuses avec les cercles vaticans internes.
Ce tweet disait en substance « Ce que Léon XIV va annoncer sur l'attentat de 1981 va obliger l'histoire à se réécrire. » Pas métaphoriquement, littéralement. Ce tweet a été supprimé 40 minutes après sa publication. Mais pendant ces 40 minutes, il avait été vu par plus de 2 millions de personnes. Revenons maintenant à ce que nous savons sur le fond historique, parce qu'il est crucial pour comprendre l'ampleur de ce qui est peut-être en train de se passer. L'attentat du 13 mai 1981 n'a jamais été entièrement élucidé. La version officielle, Mehmet Ali Aoka, un loup solitaire ultranationaliste turc, a été acceptée par les tribunaux italiens, mais a laissé une multitude de questions sans réponse. Les enquêtes successives ont évoqué la piste bulgare, c'est-à-dire une implication possible des services secrets bulgares, qui étaient eux-mêmes liés au KGB soviétique. D'autres enquêtes ont pointé vers des connexions avec les milieux de la criminalité organisée internationale. Jean-Paul II lui-même n'avait jamais voulu s'exprimer publiquement sur la question des commanditaires. Il avait dit qu'il pardonnait à Aoka. Il n'avait jamais dit qu'il ignorait qui se trouvait derrière. La question qui hante les historiens depuis 45 ans est simple et brutale. Est-ce que Jean-Paul II savait? Et s'il savait, pourquoi a-t-il gardé le silence? Si le document du père Wiśniewski contient ce que les sources proches du Vatican semblent indiquer, à savoir la réponse personnelle et documentée de Jean-Paul II à ces deux questions, alors ce que Léon XIV tient entre les mains est potentiellement l'un des documents les plus importants de l'histoire de l'Église au XXe siècle. Et voici la question qui se pose maintenant, avec une acuité absolue. Va-t-il le rendre public? Les avis sont profondément divisés au sein même de la Curie. D'un côté, ceux qui estiment qu'après 45 ans, la vérité, quelle qu'elle soit, appartient à l'histoire, et que l'Église a tout à gagner à être celle qui la révèle, plutôt que d'attendre qu'elle sorte d'une autre façon. De l'autre, ceux qui craignent que certaines révélations ne rouvrent des blessures diplomatiques, ne compromettent des relations encore sensibles avec des États ou des institutions, et ne forcent l'Église à expliquer pourquoi elle a gardé le silence aussi longtemps. Cette tension n'est pas abstraite. Elle a un visage humain très concret. Le cardinal Konstantin Marek, 81 ans, archevêque émérite de Varsovie, est l'un des derniers liens vivants directs avec le pontificat de Jean-Paul II. Il a passé 20 ans à travailler dans les structures ecclésiastiques polonaises pendant la période communiste. Il connaît personnellement des familles de victimes de la répression soviétique. Et selon plusieurs sources, il a envoyé au pape, dans les jours qui ont suivi la rencontre avec le père Wiśniewski, une lettre personnelle, une lettre longue, manuscrite, dont le ton a été décrit par ceux qui en ont eu connaissance comme suppliant. Il suppliait Léon XIV de ne pas révéler certaines choses, pas pour protéger des institutions, mais pour protéger des personnes âgées encore vivantes qui pourraient être affectées par certaines révélations, des proches de personnages impliqués, des enfants devenus adultes de gens dont les noms pourraient apparaître. Le pape n'a pas répondu à cette lettre publiquement, mais il a fait parvenir au cardinal Marek un simple message oral, via son secrétaire. « Je prie avec vous et pour vous. La vérité n'est jamais une ennemie de la charité. » Cette phrase a été interprétée de toutes les façons possibles par ceux qui l'ont entendue. Certains y voient une annonce imminente, d'autres y voient une porte de sortie diplomatique. D'autres encore, les plus proches du caractère réel de Léon XIV, y voient quelque chose de plus simple et de plus profond. Un homme qui a pris sa décision et qui refuse de s'en excuser. Le 13 mai 2026, donc hier par rapport au moment où nous enregistrons cet épisode, s'est tenue sur la place Saint-Pierre une cérémonie commémorative du 45e anniversaire de l'attentat. Une cérémonie simple, sobre, fidèle au style de Léon XIV. Pas de grande pompe, pas de discours interminable, pas de mise en scène spectaculaire. Mais à un moment précis de cette cérémonie, quelque chose s'est passé qui a sidéré les quelques milliers de personnes présentes et les millions qui regardaient en direct. Après la prière et avant la bénédiction finale, Léon XIV a quitté l'estrade. Il a marché seul, sans aide de protocole, sans signal préalable, vers le centre de la place, vers la petite plaque de granit gris, et il s'est de nouveau agenouillé, cette fois en public, cette fois avec des caméras, cette fois avec le monde entier qui regardait. Il est resté à genoux pendant 7 minutes. 7 minutes de silence absolu. Les micros captaient uniquement le vent léger sur la place et, à un moment, le sanglot étouffé d'une femme dans la foule. Puis il s'est relevé. Il a regardé la foule. Il a parlé. Pas un long discours. Quelques phrases
en italien, simples et directs. Il a dit, et ces mots ont déjà été traduits dans 120 langues. Ils circulent sur tous les réseaux sociaux, ils seront analysés pendant des années. Il a dit, Jean-Paul II m'a transmis quelque chose, non pas moi personnellement, il ne me connaissait pas, mais à celui qui porterait un jour ce service. Il a voulu que nous sachions, nous tous qui venons après lui, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait compris et ce qu'il avait pardonné. Je vous demande de me donner encore quelques jours. Ce qu'il a voulu nous dire mérite d'être dit correctement. Avec la vérité qu'il mérite et la charité qu'il a lui-même incarnée, nous parlerons. Et quand nous parlerons, ce sera pour ne plus jamais garder le silence sur ce qui appartient à tous. Voilà ce qu'a dit Léon XIV le 13 mai 2026, 45 ans après que des balles ont traversé le corps d'un pape polonais sur cette même place. Réfléchissons maintenant à ce que cette déclaration signifie concrètement, parce qu'elle soulève plusieurs questions simultanées qui vont bien au-delà du simple récit historique. Première question, qu'est-ce que Jean-Paul II a vu et compris que le monde ne sait pas encore? Si l'on suit la logique du document et de ce que les sources nous indiquent, il y a plusieurs possibilités qui ne s'excluent pas mutuellement. Jean-Paul II avait eu des rencontres en dehors des canaux officiels avec des représentants de gouvernements de l'Est après l'attentat. Des rencontres dont aucune trace officielle n'a jamais été trouvée dans les archives. Il avait également, selon certains témoignages de proches collaborateurs recueillis après sa mort, reçu des informations de services de renseignement occidentaux, notamment américains, sur la chaîne de commandement qui avait conduit à l'attentat. Des informations qu'il avait obtenues en échange d'un silence qu'il avait consciemment, délibérément choisi de garder. Si c'est cela que le document contient, la documentation de ce que Jean-Paul II savait et le récit de pourquoi il avait choisi le silence, alors la révélation ne concerne pas seulement l'histoire d'un attentat, elle concerne la façon dont un pape a navigué entre la vérité, la diplomatie et le pardon dans l'une des périodes les plus dangereuses de la guerre froide. Et elle pose une question éthique immense, encore vivante aujourd'hui. Quand est-il légitime de garder le silence sur une vérité que l'on possède? Quand le pardon personnel peut-il coexister avec la transparence collective? Deuxième question. Pourquoi maintenant? Pourquoi Léon XIV, après moins d'un an de pontificat, choisit-il de porter ce dossier sur la place publique? La réponse la plus évidente est personnelle. Le père Wiśniewski lui a apporté le document parce que le moment était venu, selon lui. Mais il y a une dimension plus institutionnelle. Léon XIV est un homme qui vient de l'extérieur des structures historiques de la curie romaine. Il n'a pas les loyautés internes, les dettes institutionnelles, les compromis accumulés par décennies que partagent ceux qui ont grandi dans ces couloirs. Il peut regarder ce dossier sans les lunettes déformantes de ceux qui ont quelque chose à perdre ou à protéger. Et il y a peut-être aussi une dimension plus simple, plus humaine. Cet homme, qui a passé des années à servir des communautés rurales pauvres au Pérou, qui a vu de près ce que les secrets institutionnels font aux communautés humaines. Cet homme croit fondamentalement que la vérité, même douloureuse, est moins destructrice à long terme que le mensonge ou le silence. Troisième question, et c'est peut-être la plus urgente. Qui sont les acteurs vivants que cette révélation pourrait affecter? Parce que nous ne parlons pas uniquement d'histoire ancienne. L'attentat de 1981 a eu des ramifications politiques, institutionnelles et personnelles, qui se prolongent jusqu'à aujourd'hui. Des personnages qui ont joué des rôles dans les réseaux d'influence, qui ont conduit à cet événement, ou dans les réseaux qui ont ensuite protégé certaines vérités, ont des successeurs, des héritiers, des institutions qui portent leur nom. La révélation de certains éléments pourrait toucher des gouvernements encore en exercice, des familles encore influentes, des institutions encore actives. C'est là que réside le véritable enjeu de ce que Léon XIV est en train de décider. Ce n'est pas seulement une question de mémoire historique, c'est une question de politique mondiale actuelle. Revenons maintenant à la réaction du monde extérieur au Vatican, parce qu'elle est elle-même révélatrice. Les gouvernements polonais et turcs ont tous deux, dans les heures suivant le discours du 13 mai, émis des déclarations officielles exprimant leur attention particulière aux annonces à venir du Vatican. La formulation diplomatique est neutre, mais dans le langage de la diplomatie internationale, ce genre de déclaration simultanée de deux gouvernements concernés directement par les événements de 1981 signifie une chose très précise. Nous regardons, et nous sommes prêts à réagir. La Russie, héritière des structures institutionnelles soviétiques, n'a pour l'instant fait aucune déclaration officielle. Mais plusieurs analystes spécialisés dans les affaires vaticanes
ont noté que l'ambassadeur russe, près le Saint-Siège, a demandé une audience d'urgence à la secrétairerie d'État, audience qui a eu lieu le 13 mai dans la soirée. La durée de cette audience, 1 heure et demie. Ce qui en est sorti, silence absolu des deux côtés. Les États-Unis ont, de leur côté, fait quelque chose de plus subtil et de plus révélateur. Le département d'État a publié un communiqué, apparemment banal, rappelant l'engagement des États-Unis en faveur de la liberté religieuse et du respect des institutions ecclésiastiques dans leurs décisions internes, interprété par la majorité des observateurs comme un signal d'alarme à peine voilé. Quelque chose qui dit, entre les lignes, nous sommes attentifs, et nous préférerions peut-être que certaines choses restent où elles sont. Ce concert de réactions internationales discrètes mais réelles a une implication directe sur la position de Léon XIV. Il sait, il ne peut pas ne pas savoir, que ce qu'il envisage de faire n'est pas seulement un acte de mémoire ecclésiastique. C'est un acte politique, au sens le plus large et le plus grave du terme. Et il a quand même choisi de dire publiquement, sur la place Saint-Pierre, qu'il parlerait, qu'il ne garderait plus le silence. Ce choix, dans ce contexte, est lui-même un acte de courage d'une nature assez remarquable. Un dernier élément, peut-être le plus étrange, le plus difficile à placer dans une grille d'analyse rationnelle, mais que plusieurs personnes ont mentionné indépendamment et que nous avons donc décidé d'inclure. Le père Miguel Herrera, le jeune prêtre équatorien qui avait assisté par hasard à la scène du matin et qui avait ensuite été inclus dans la réunion de l'après-midi, a dit quelque chose à un ami dans une conversation privée qui a filtré sans qu'il le souhaitait. Il a dit que pendant cette réunion de l'après-midi, à un moment donné, Léon XIV avait sorti le document du père Wiśniewski, pas pour le lire, il l'avait déjà lu, mais simplement pour le poser sur la table entre eux. Et il avait dit quelque chose à ce moment-là que le père Herrera a trouvé frappant. Il avait dit « Jean-Paul II n'a pas écrit ce document pour qu'il reste secret. Il l'a écrit pour qu'on soit prêt. Il attendait que quelqu'un soit prêt à le porter. Je crois que nous devons être prêts. Je crois que nous devons être prêts. » Cette phrase, dite dans une pièce privée du Vatican le 12 mai 2026, résume peut-être mieux que n'importe quelle analyse ce qui est en train de se passer. Un homme qui a passé toute sa vie adulte à servir des communautés en périphérie, loin des grands centres de pouvoir, vient de se retrouver au centre de quelque chose d'immense. Il aurait pu choisir de faire ce que font souvent les institutions face à des vérités inconfortables, les archiver, les reporter, les noyer dans le protocole jusqu'à ce qu'elles perdent leur urgence. Il a choisi autre chose. Il s'est agenouillé sur des pavés froids à l'aube. Il a regardé dans les yeux l'histoire d'un homme qui avait survécu à des balles et avait porté seul un secret pendant des années. Et il a décidé que cette histoire méritait mieux. Ce que nous savons ce soir, à la veille de ce que Léon XIV lui-même a appelé une annonce à venir, c'est ceci. Quelque chose est sur le point de changer. Pas seulement dans la façon dont l'Église raconte certaines pages de son histoire, mais dans la façon dont le monde comprend ce qui s'est vraiment passé un après-midi de mai 1981 sur cette place, et pourquoi certaines vérités ont mis 45 ans à trouver quelqu'un de prêt à les dire. Dans les prochains jours, les sources les plus proches du Vatican parlent d'une fenêtre de 5 à 10 jours. Léon XIV devrait faire une annonce formelle sur le document du père Wiśniewski et ce qu'il entend en faire. Plusieurs formes sont envisagées. Une conférence de presse historique avec accès aux documents, une déclaration pontificale officielle, ou, hypothèse que certains jugent la plus cohérente avec le style du pape, une lettre personnelle publiée directement, sans intermédiaire, dans plusieurs langues simultanément. Quelle que soit la forme choisie, une chose est certaine. L'homme qui s'est agenouillé seul sur la place Saint-Pierre à 6 heures du matin le 12 mai 2026 a déjà pris sa décision. Et dans le monde du Vatican, où les décisions sont habituellement le produit de négociations longues, de compromis multiples, de reports successifs, ce genre de certitude, portée par un seul homme, avec cette tranquillité-là, est en soi une forme de révolution silencieuse. Jean-Paul II avait survécu à des balles. Il avait pardonné à son assassin. Il avait porté un secret pendant 24 ans, jusqu'à sa mort. Et maintenant, 45 ans après le jour où le monde avait cru pouvoir le tuer, sa voix, à travers un document manuscrit, gardé par un vieux prêtre polonais, remis à un pape de Chicago un matin d'avril 2026, est sur le point de se faire entendre une dernière fois. La suite se passe dans les jours qui viennent. Et nous serons là pour vous la raconter. Si vous voulez ne rien manquer de ce qui va se passer, parce que ce qui vient dans les prochains épisodes va encore plus loin que ce que nous avons pu vous dire ce soir,
Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui mérite de savoir ce qui se joue vraiment au Vatican en ce moment. L'histoire que Léon XIV est en train d'écrire est loin d'être terminée. Et dans le prochain épisode, nous allons vous révéler ce que contient réellement le document du père Wiśniewski et pourquoi certaines des informations qu'il renferme touchent à des événements qui ne se sont pas arrêtés en 1981.